Je m'appelle Morgane Dion, je suis la cofondatrice de Plancash, qui est une application mobile d'éducation financière pour les femmes. Et ce n'est pas forcément ce à quoi mon parcours m'avait destiné au départ. J'ai fait des études en sécurité et défense et j'ai commencé ma carrière dans ce domaine. Je travaillais à l'ONU, à l'Interpol, dans l'armée française. Et puis ensuite, ma carrière a pris un petit tournant. Je suis allée travailler en communication dans des agences, des startups. Donc je suis passée d'un milieu très masculin à un milieu très féminin. Ce qui m'a amenée à beaucoup m'interroger sur les questions d'égalité homme-femme au travail et à faire beaucoup de recherches. Et puis petit à petit à me pencher sur les questions notamment d'égalité salariale. Et donc je suis devenue au fur et à mesure de mes recherches et de mes expériences aussi coach en négociation salariale. J'étais devenue très bonne pour négocier le mien, donc j'apprenais aux femmes à négocier le leur. Et peu à peu, ça m'a amenée sur les sujets d'égalité financière de manière générale entre les hommes et les femmes, et notamment m'intéresser aux différences de patrimoine. Les femmes investissent beaucoup moins que les hommes et du coup elles sont beaucoup moins riches. Et donc à m'associer avec mon amie Léa pour lancer cette application mobile pour apprendre aux femmes à investir. Alors Plancash, c'est une plateforme globale d'éducation financière pour les femmes par des femmes. On a une application mobile qui comprend des parcours de formation en micro-learning. C'est une manière très effective d'apprendre. On alterne des micro-contenus entre un petit texte, une petite vidéo, un quiz. Il y a aussi un chat pour parler avec la communauté, se partager des bonnes pratiques, des expériences, des conseils. On est déjà à plus de 10 000 téléchargements en moins de 2 mois de vie de l'application sur les stores. Mais on a aussi une partie média, d'information sur les réseaux sociaux, par une newsletter. Nos réseaux sociaux, on est suivis par quasiment 87 000 personnes, dont quasiment que des femmes, c'est 95% de femmes. Une newsletter qui est envoyée 2 fois par mois et qui est gratuite bien sûr à nos abonnés, à peu près 30 000 personnes. Et voilà, ça nous permet d'être vraiment multicanal et d'aborder tous les sujets de l'éducation financière. Pourquoi c'est important de se former, pourquoi c'est important de s'y intéresser quand on est une femme, ou d'ailleurs quand on est une personne non-binaire ou même un homme qui veut s'intéresser à ces sujets, et puis ensuite de passer à l'action en apprenant concrètement par où commencer. Mon meilleur conseil pour investir, ça serait d'abord de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent. Investir pour investir, juste pour générer de l'argent, ça peut être un objectif en soi, mais c'est peut-être un petit peu vide de sens. Donc il faut se poser la question de quel projet on veut financer, et ça peut être des projets très différents. Ça peut être je veux mettre de l'argent de côté pour avoir une retraite complémentaire, ça peut être je veux financer l'achat d'une résidence principale, je veux générer du revenu passif tous les mois, je veux financer un tour du monde. Et en fait, cette question elle est fondamentale parce qu'en fonction du projet et de la deadline qu'on pose à ce projet, eh bien, on va pouvoir choisir le type de stratégie, le type d'investissement, d'actifs dans lequel on va investir. Il y a une question, la question du risque, elle est extrêmement liée à la question du temps sur lequel on investit. Plus on investit sur le temps long, plus éventuellement, on est capable de supporter le risque parce que ça va être lissé sur le temps. Si on a besoin de cet argent dans un objectif assez court, moyen terme, c'est-à-dire 5-8 ans grand max, alors ça va être d'autres types de stratégies qu'il faudra mettre en place. Donc vraiment, la question du projet est fondamentale quand on veut investir. Alors Plancash, c'est une entreprise militante. Nous avons 2 piliers de valeurs principaux. Le premier, c'est le féminisme et le second, c'est l'impact environnemental. Le féminisme, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes une entreprise fondée par des femmes pour des femmes et qui milite à combler les écarts financiers entre les hommes et les femmes. Et l'environnement, parce que notre argent a un impact, qu'on le veuille ou non. Même s'il dort sur un compte en banque classique, il est investi par les banques dans des entreprises. Et donc, on travaille avec des partenaires financiers, ce qu'on appelle des fintechs, c'est-à-dire des nouvelles entreprises de la finance, qui ont un engagement et qui ont des produits qui s'engagent à n'investir ou ne réinvestir l'argent au maximum que dans des entreprises ou dans des secteurs positifs. Donc par exemple, ça va être des fintech qui vont exclure de leur portefeuille d'investissement les entreprises de l'armement ou les entreprises du pétrole, etc. et qui vont plutôt orienter l'argent vers
des entreprises de type transition écologique, forestation, l'impact sur l'eau, la santé, etc. Donc en ce sens, on est effectivement une entreprise engagée et ça a un coût, il ne faut pas se le cacher, parce que parfois on est obligé de refuser des contrats avec des entreprises qui ne répondent pas à nos critères et à nos valeurs. Et donc forcément, c'est une question assez... c'est une question déontologique aussi de se dire, ok, est-ce que je suis capable de refuser cet argent au nom de mes valeurs et c'est pas si facile que ça a l'air. Parfois, on est obligé d'avoir des longues discussions avec mon associé pour prendre la décision, mais au maximum, c'est ce qu'on fait, oui. Alors, mon livre s'appelle « Les gentilles filles ne réussissent pas » parce que, en fait, dans la société dans laquelle on vit, si on est gentille fille, et ce que j'entends par gentille fille, c'est-à-dire si on répond aux cases, si on rentre dans les cases qu'on nous attribue, c'est-à-dire il faut être gentil, poli, pas faire de vagues, pas trop en demander, etc. Eh bien, dans le meilleur des cas, on obtient quelques miettes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, toutes les études le montrent, en réalité, si on veut obtenir ce qu'on veut, et ça peut être très différent, ça peut être une carrière réussie, comme ça peut être une vie familiale épanouie, ça peut être d'autres types de projets, de voyages, d'engagement, eh bien, il faut sortir de ces cases et il faut taper un peu du poing sur la table pour faire valoir ce qu'on veut et ce qu'on mérite, tout en prenant en compte qu'il peut y avoir des retours de bâton et donc il faut bien les identifier pour pouvoir les anticiper et les préparer. Et c'est en ça que mon livre... c'est ce que mon livre adresse comme sujet, c'est-à-dire quelles sont les problématiques que les femmes vont rencontrer dans leur vie professionnelle en particulier, comment anticiper ces problématiques pour sortir des cases et quand même obtenir ce qu'on veut. Alors, les femmes, contrairement à l'idée reçue, négocient leur salaire autant que les hommes. C'est juste qu'on ne leur donne pas ce qu'elles demandent parce qu'il y a tout un tas de biais, de stéréotypes. On estime qu'une femme qui négocie, une femme n'est pas censée négocier. On estime qu'une femme qui fait un travail, c'est forcément à moins de valeur qu'un homme qui d'ailleurs peut faire le même travail ou un travail de valeur égale. Et donc, on va avoir tendance aussi plutôt à leur proposer des alternatives sociale, c'est-à-dire une meilleure mutuelle ou alors plus de congés payés, etc. Ce qui peut être une bonne chose sur le papier, mais en fait, ces éléments-là ne sont pas compris pour nos droits sociaux et notamment pour notre retraite. Donc le plus important, ça reste le salaire fixe, net. Et donc il faut absolument négocier dans tous les cas. Tous les ans, quand on est dans son emploi, quand on a un entretien annuel, il faut absolument négocier une augmentation. Chaque fois qu'on nous propose un nouvel emploi, il faut négocier le salaire d'entrée. C'est absolument fondamental, notamment parce que aussi les femmes, surtout celles qui vont avoir des enfants, celles qui ont des enfants, perdent beaucoup plus de salaire au moment de la maternité. Et donc il faut aussi anticiper cet effet de creux-là qui va arriver. Donc plus tôt on négocie son salaire et mieux c'est, mais pour autant il n'est jamais trop tard pour le faire. Ça s'apprend, c'est pas inné, négocier son salaire, c'est une compétence comme n'importe laquelle autre. Et donc ça s'apprend et c'est notamment par exemple ce qu'on apprend à faire chez Plancage. On n'apprend pas seulement à investir, on apprend aussi tout ce qui est financier, donc le budget, sortir des dettes et aussi bien négocier son salaire ou négocier une augmentation. Le syndrome de l'imposteur, et d'ailleurs je préfère parler de syndrome d'imposture, qui porte plutôt l'effet sur le comportement plutôt que sur la personne, c'est un syndrome, je mets beaucoup de guillemets, qui a été étudié au départ seulement sur des groupes de femmes. Donc dès le départ, c'est un comportement qui est biaisé dans son étude, puisqu'il n'y avait pas d'hommes dans l'étude. En réalité, les femmes n'ont pas du tout de syndrome de l'imposture. Par contre, il y a un effet de prophétie autoréalisatrice. À force de répéter aux femmes qu'elles ont moins confiance, qu'elles prennent moins de risques, qu'elles ont ce fameux syndrome de l'imposture, etc., eh bien, on finit par se conformer à ce comportement et effectivement, aller moins souvent chercher des augmentations, aller chercher moins de projets ambitieux, peut-être se rapetissir un petit peu dans ses ambitions. Mais ce n'est pas du tout quelque chose d'inné. Il n'y a pas quelque chose chez les femmes qui fait qu'on a moins confiance ou qu'on prend moins de risques. C'est juste qu'on nous l'apprend en permanence dès qu'on est toute petite, à l'école, à la maison, et puis partout dans les médias. Et puis on voit moins de femmes, il y a moins de femmes à la une des magazines, dans nos télés. Et donc petit à petit, on apprend
voilà, se faire plus petite. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de syndrome de l'imposture et plutôt qu'on parle de ce que les femmes font de formidable, des risques qu'elles prennent et des ambitions qu'elles ont. Quand on cherche femme et argent sur Internet, on va tomber sur des résultats assez édifiants du style comment gagner plus d'argent pour séduire les femmes sont des croqueuses de diamants, comment les femmes dépensent-elles leur argent. En fait, on met toujours les femmes dans une posture de dépensière et de culpabilisation quand il s'agit de l'argent. Et ça se retrouve absolument partout, pas seulement sur Google. Ça se retrouve dans tous nos médias, ça se retrouve dans la pop culture, dans les films, même dans la littérature classique. Partout, la femme qui a de l'argent ou qui veut de l'argent est décriée. C'est quelque chose qui est très mal vu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi des générations de femmes qui osent moins afficher qu'elles ont de l'argent, qui osent moins aller chercher de l'argent ou qui vont en chercher moins parce que partout en fait on leur montre que si elles ont de l'argent, eh bien elles auront ce qu'on appelle un coût social, c'est-à-dire qu'elles vont prendre un retour de bâton de la société, elles seront mal considérées, on va les juger, parfois les insulter. Et ça c'est pareil, c'est un stéréotype auquel il faut absolument mettre fin. Et plus on aura de femmes qui vont s'intéresser au sujet financier, qui vont investir, qui vont prendre le pouvoir sur leur salaire, et plus on arrivera à changer ces stéréotypes. Alors la maternité, c'est vraiment le moment où se creusent les inégalités salariales, du moment où les femmes ont leur premier enfant et puis jusqu'à la fin de leur carrière, c'est vraiment là qu'on observe la plus grosse baisse des salaires. Alors c'est un sujet qui n'est pas seulement salarial, c'est pas un sujet qui est cantonné à l'entreprise, en fait c'est un sujet de société. Pourquoi les femmes perdent autant d'argent au moment de la maternité? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a ce qu'on appelle un malus de la maternité. Quand on a un enfant, l'employeur va considérer qu'on va être moins investi dans son travail, donc on va avoir moins de promotions, on va être mis sur des projets moins ambitieux, etc. etc. Ensuite, il y a un sujet qui est simplement la garde de l'enfant. Aujourd'hui, on a un système de garde en France qui est défaillant, qui n'est pas assez financé. Les professionnels de la petite enfance ne sont pas assez rémunérés, donc il y a un réel manque de personnel qualifié. Et donc, en fait, quand on a un enfant, non seulement ça coûte très cher de le faire garder, mais en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et quand il s'agit de faire le sacrifice d'un salaire dans le foyer pour garder l'enfant, comme les femmes gagnent encore moins d'argent que les hommes au global, eh bien, c'est les femmes qui vont rester à la maison ou qui vont passer à temps partiel ou qui vont choisir un emploi plus proche de leur domicile et moins qualifié pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Et tout ça va avoir des répercussions au fur et à mesure sur tout le reste de leur carrière et même de toute leur vie parce que c'est un impact aussi sur le montant de leur retraite. Alors les femmes sont victimes de ce qu'on appelle des micro-agressions en entreprise. Ça va être des comportements, ça va être des paroles répétées qui, prises une à une, n'ont pas l'air très offensives, mais qui en réalité, en anglais, ils appellent ça la mort par 1000 coupures. C'est-à-dire qu'à force d'être répétées en permanence, à force de subir ces situations, eh bien, on se sent déprécié. Parfois même, ça a un impact concret. C'est-à-dire que, je vais prendre le schéma très classique, mais on vous demande tout le temps de prendre les notes pendant la réunion. Et bien, au fur et à mesure, vous vous mettez dans une situation de vous êtes la secrétaire de tout le monde. Ou alors, vous organisez tous les repas d'anniversaire, les goûters, etc. Et puis à chaque fois, on vous fait des petites remarques genre « Ah, t'es la maman de l'équipe, t'es la cuisinière, etc. » Bon, c'est pareil, ça met dans une posture, en fait, ça vous déprécie par rapport à votre rôle officiel. Mais ça va être aussi des comportements de se faire couper la parole en réunion. Ça peut être aussi qu'on nous vole nos idées. Les femmes parlent beaucoup moins dans les réunions et elles se font beaucoup plus couper la parole par les hommes qu'inversement. Et donc tout ça, mis bout à bout, va avoir un impact parce que aujourd'hui, comment est-ce qu'on évolue dans sa carrière? C'est pas seulement le bon travail qu'on fait, mais c'est aussi se faire voir, se faire entendre, montrer qu'on fait du travail. Et forcément, si on passe notre vie à être coupé, interrompu, qu'on nous vole nos idées, qu'on nous rabaisse, etc., eh ben, ça brise notre confiance. Et puis forcément, on est moins visible aux yeux de l'employeur, on a moins de promotion et d'augmentation. Et tout ça est une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire plus on en subit et plus on se met dans une posture où finalement les autres se permettent de continuer à nous les faire subir tant qu'on ne tape pas du poing sur la table. J'adore cette idée de Shine Theory, c'est une théorie qui a été
formulée et mise en place par les femmes sous l'administration Obama aux États-Unis. C'est vraiment un élan de sororité et c'est justement un très bon moyen de lutter contre les microagressions. C'est le fait qu'entre femmes, on se soutienne au travail, mais d'ailleurs ça peut être n'importe où. Donc ça va être, par exemple, quand une femme expose une idée dans une réunion, ça va être venir derrière dire « Ah ouais, c'était une super idée ce qu'a dit Sophie. Ah ouais, moi je trouve que ce que Mathilde a émis comme idée, on devrait le faire, c'est super bien. » Donc c'est venir vraiment mettre en lumière, voilà, c'est ça, les autres femmes pour leurs compétences, pour leur présence, pour leurs bonnes idées. Et en fait, c'est créer vraiment une espèce de réseau de sororité. C'est se rappeler qu'on n'est pas des concurrentes. En fait, le monde du travail, il y a tellement peu de place pour les femmes au sommet, et plus on monte, moins il y a de place pour les femmes, qu'inconsciemment, on a l'impression que chaque femme est une concurrente pour la petite part de gâteau que peut-être le système nous accordera. Et donc, on peut avoir tendance à jouer les unes contre les autres. Et en fait, la Shine Theory, c'est arriver à se dire, non, en fait, on est des alliés. Et si on se soutient les unes les autres, en fait, on peut se faire monter ensemble plus haut. Et je trouve que c'est un super mouvement. Mark Zuckerberg n'aurait pas pu être une femme pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les femmes sont extrêmement minoritaires dans le secteur de la technologie. Les petites filles et ensuite les jeunes filles sont beaucoup moins poussées vers les études scientifiques. Quand elles réussissent en maths, on pense que c'est parce qu'elles ont bien travaillé et non pas parce qu'elles sont naturellement douées. Et donc, on ne va pas forcément les orienter vers ce genre de carrière. Et puis, au fur et à mesure, elles subissent énormément de discrimination, étant donné que c'est un univers qui est encore très masculin. Eh bien, il y a beaucoup de sexisme. Et donc, le peu de femmes qui ont fait des études en technologie, ou ce qu'on appelle les STEM, donc les sciences, technologies, engineering et mathématiques, au fur et à mesure, eh bien, elles vont sortir de ce système. Soit elles vont carrément pas du tout entrer dans l'entrepreneuriat ou dans les entreprises, elles vont aller dans l'enseignement, ou alors très rapidement dans leur carrière, elles vont changer de voie parce que en fait, elles ont très vite atteint un plafond de verre, elles sont plus payées, elles en ont marre du sexisme ambiant, etc. Donc Mark Zuckerberg n'aurait pas pu être une femme. C'est aussi un titre un petit peu volontairement accrocheur, à cause de ces discriminations, de ce sexisme qu'il y a dans le monde de la technologie. Mais il n'aurait pas pu être une femme non plus, parce que être entrepreneur avec un E, c'est beaucoup plus compliqué que d'être entrepreneur sans E. On a beaucoup plus de biais qui jouent contre nous, on est beaucoup moins financé quand on lance une entreprise ou même quand on veut la faire grossir. On est soumise, même dans le business, à des attentes qui sont beaucoup plus élevées. On a des discriminations dans notre manière d'être, notre manière de faire. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, quand on se pose la question qui sont les grands entrepreneurs, eux ou sans eux, qui nous influencent, eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des exemples de femmes qui viennent en tête parce qu'elles sont aussi moins mises en avant. Alors, heureusement, de plus en plus, il y a des mouvements qui permettent de les identifier et de les voir, mais c'est encore un travail en cours. Et donc, voilà, il faut montrer plus de femmes entrepreneurs, il faut mieux financer les femmes entrepreneurs, il faut mettre de la valeur ailleurs que dans les hommes. Il faut continuer, bien sûr, mais pas seulement. Et peut-être qu'on arrivera à changer cet état de fait. Alors, les femmes épargnent déjà beaucoup plus que les hommes investissent beaucoup plus. Les femmes vont gérer beaucoup plus le budget au quotidien, elles sont beaucoup moins formées sur l'investissement et donc elles vont, on va dire, une vision beaucoup plus restreinte de ce que leur argent peut faire pour elles. Les hommes, en revanche, on les place d'office dans des postures d'investisseurs. Dans les médias traditionnels, 90% des articles qui parlent d'argent aux femmes les culpabilisent pour leurs dépenses. On va leur dire comment faire les soldes, comment économiser de l'argent, etc. Donc du coup, elles sont beaucoup plus poussées vers une gestion du quotidien et vers une épargne. Alors que les hommes, 65% des articles qui leur parlent d'argent vont leur parler de rendement, de bourse, de crypto, même si de base ils n'y connaissent rien, mais à force d'être exposés à ce message, eh bien ils apprennent et ils le font. Alors que les femmes vont beaucoup plus épargner et les femmes ont une réserve d'épargne phénoménale et fondamentale. Et cette épargne, le problème, c'est qu'elle ne rapporte pas d'argent. L'inflation, c'est le fait que le coût de la vie augmente. L'inflation est beaucoup plus élevée que le rendement de livret classique type livret A. Ce qui veut dire que quand on garde son argent sur son épargne, eh bien cet argent perd de la valeur. Dans 5 ans, l'argent que vous avez sur votre livret d'épargne vous permettra d'acheter moins de choses qu'aujourd'hui.
Alors que l'investissement, c'est le fait que son argent va travailler pour soi et donc il va grossir. Et si on est sur du moyen long terme, plutôt long terme, en général, ça grossit plus que l'inflation et donc on est capable de financer plus de projets, d'avoir, je disais tout à l'heure, sa retraite complémentaire, de partir faire un tour du monde, d'acheter une résidence principale, etc., etc. Alors quand on parle d'éducation financière et qu'on dit qu'on fait de l'éducation financière pour les femmes, on a deux réactions très différentes. Les femmes, elles comprennent tout de suite. Je veux dire, on n'a pas besoin de leur expliquer pendant 15 plombes pourquoi c'est important et pourquoi il faut une éducation spécifique pour les femmes et quels biais et quels stéréotypes elles vont devoir affronter dans leur parcours financier. Donc tout de suite, c'est très rapide et on passe au concret, c'est-à-dire, ok, j'ai compris, comment je fais. Quand on parle aux hommes, il y a toujours la même réaction, c'est mais pourquoi une éducation spécifique pour les femmes? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça, c'est la première. Et la deuxième qui vient tout de suite après, c'est ah, mais pourquoi que les femmes et pourquoi moi, en tant qu'homme, je n'y ai pas le droit? Alors notre réponse est déjà que les hommes sont tout à fait les bienvenus sur Plan Cash. C'est juste que bizarrement, quand on markete quelque chose pour les femmes, les hommes ne viennent pas. Alors que nous, les femmes, quand il y a quelque chose qui est marketé pour les hommes, on a appris à faire avec et on y va quand même. Et ensuite, oui, les femmes ont besoin d'une éducation particulière en matière de finances parce que ce soit dans les inégalités au sein du couple, que ce soit dans les inégalités de salaire, dans les inégalités d'accès à l'investissement, il y a des biais spécifiques qui jouent contre les femmes et il faut en avoir conscience pour pouvoir être préparé au mieux et pour pouvoir investir de la meilleure des manières quand on est une femme. Alors non seulement les femmes gagnent moins d'argent et elles ont moins d'investissement et moins de patrimoine, mais en plus de ça, être une femme, ça coûte plus cher. Il y a notamment le phénomène qu'on appelle le taxe rose. C'est le fait qu'il y ait des articles spécialement destinés aux femmes qui coûtent plus cher que exactement les mêmes destinés aux hommes. Alors le gouvernement français dit que ça n'existe pas, mais il y a beaucoup de comptes militants ou de personnes militantes qui le mettent en lumière, notamment par exemple le compte Instagram Pépites Sexistes, qui nous montre en permanence dans des rayons de magasins une peluche bleue pour un garçon à 4 € et la même peluche rose, donc pour les filles, je mets entre guillemets, qui va coûter 6 €. Voilà, et ça va être le cas sur les rasoirs, ça va être le cas sur les déodorants, ça va être le cas sur des sacs à dos, enfin vraiment des articles qui parfois n'ont absolument aucune différence si ce n'est la couleur du packaging. Et les femmes vont payer plus cher pour ça. Et c'est totalement injuste. L'État de New York avait fait une étude, alors c'est aux États-Unis, mais il y a quand même une culture et une économie assez similaire à celle qu'on a en France. Aux États-Unis, ils avaient montré qu'en moyenne, par an, les femmes payaient à peu près 1 800 $ de plus à cause de la taxe rose. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais 1 800 $, je sais à peu près dans quoi je pourrais le réinvestir si je n'avais pas à payer cette taxe injuste tous les jours. Être une bonne entrepreneuse, c'est savoir trouver des solutions. Être entrepreneur, avec ou sans eux, c'est en permanence avoir des problèmes qui nous tombent sur les bras. Il faut être au four et au moulin, on doit gérer des problématiques très différentes et donc il faut être capable d'aller puiser dans son ingéniosité, dans son innovation, dans sa créativité pour pouvoir résoudre toutes ces problématiques. Et c'est une bonne chose parce que les femmes sont très innovantes, les femmes sont très créatives et donc on a cette petite touche qui nous permet justement de faire face avec clarté et rationalisme aux problématiques. Donc je pense que c'est un atout en réalité d'être une femme entrepreneur quand il y a des problèmes qui arrivent. On est capable d'aller chercher dans nos réserves parce qu'en fait c'est ce qu'on fait en permanence dans tous les secteurs de notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie sociale. On a en permanence des problèmes à affronter et donc quand on est entrepreneur, on a cette expérience-là qui peut nous servir et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on devrait mieux financer les entrepreneurs, eux.